Terrain social. Hugues Chevarin. Fanny Hugues. Fanny Hugues, doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, prépare une thèse sur les pratiques de débrouille de personnes vivant avec de faibles revenus dans certains espaces ruraux français, Limousin, Finistère, Tarn, Ariège, Sarthe et Moselle. Après 40 années d'exode urbain et suite au récent mouvement des Gilets jaunes, quelle est la réalité des difficultés sociales dans l'espace rural français, espace peu étudié ? Que nous apprend la sociologie, l'ethnographie sur ces zones délaissées et leurs populations en difficulté, celles qui ont choisi d'y vivre et celles qui subissent ? Et en quoi ces stratégies d'adaptation et d'entraide peuvent être le socle d'un mode de vie tendant vers une écologie populaire ? Terrain social. Fanny Hugues, bienvenue dans Terrain social. Quelles sont les principales difficultés des 40 familles que vous suivez ? Alors, c'est des difficultés de manière objective, mais qui en fait peuvent pour certains et certaines être palliées différemment. C'est-à-dire que par exemple, ça peut être se déplacer, donc ça veut dire avoir une voiture, souvent à la campagne, et donc ça veut dire pouvoir mettre de l'essence dans la voiture, donc avoir assez de revenus pour ça. Ça veut dire une voiture qui fonctionne, donc si elle tombe en panne, comment est-ce qu'on la répare ? Est-ce qu'on doit passer par un garagiste conventionné? Dans ce cas-là, c'est cher, ou est-ce qu'on peut le réparer soi-même ou le faire par des amis? Donc ça, par exemple, c'est l'exemple du transport. Et donc c'est là qu'on voit que les gens ne sont pas égaux face aux difficultés qui peuvent pour certains être palliées grâce à des connaissances ou à des compétences. Il y a aussi parfois donc la difficulté de devoir se déplacer pour aller au travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément un travail qui va être à côté de chez soi. Il y a aussi le fait de devoir se loger et surtout se chauffer, parce que souvent il va y avoir des grands espaces, des grandes maisons, on va dire, à la campagne, mais qui peuvent être très mal isolées ou justement trop grandes et dures à chauffer. Et donc ça va être aussi comment est-ce qu'on chauffe. Donc si on a recours à du bois, est-ce que c'est du bois qu'on a gratuitement parce qu'on a de la chance d'avoir une forêt à côté de chez soi ? Est-ce que on doit l'acheter ? Est-ce qu'on peut le couper soi-même ou en fait on n'a pas les capacités physiques pour le couper soi-même ? En fait, c'est plein de questions comme ça qui peuvent être en fait des difficultés de manière objective, mais chaque personne et chaque foyer va y pallier de manière différente selon ses ressources. Qu'entendez-vous par des pratiques de débrouille très concrètement par rapport aux difficultés que les personnes rencontrent ? Alors, des pratiques, ce que j'appelle pratiques de débrouille, je nomme ça débrouille parce que c'est une dénomination que les gens utilisent. Bon, ils me parlent beaucoup de système D, donc qui veut dire notamment système débrouille. Et donc, ça va être toutes ces, en fait, des pratiques qui vont faire que les gens s'organisent pour parvenir, en fait, à garantir leur subsistance, c'est-à-dire arriver à vivre, voire survivre. Donc ça va concerner plein de pôles de la vie quotidienne, par exemple s'alimenter. Donc une pratique de débrouille, ça peut être de faire son potager parce que aller acheter des légumes, ça coûte cher, les fruits et légumes coûtent cher. Ça peut être justement de réparer soi-même ce qui est cassé, ça peut être de couper son bois seul ou en tout cas ne pas avoir recours par exemple à du fioul pour se chauffer. Ça peut être faire du covoiturage pour se déplacer en vélo pour éviter d'avoir à payer l'essence, faire du troc, c'est-à-dire je vais échanger tel objet contre tel autre ou tel aliment contre tel autre. Par exemple, j'ai rencontré une éleveuse qui vend ses œufs ou en tout cas mais qui peut aussi les échanger contre d'autres fruits et légumes, contre des fruits et légumes. Donc ça va être toutes ces petites pratiques qui vont relever de l'économie informelle, c'est-à-dire qui vont pas. Enfin, c'est comme ça que je les définis aussi, qui vont pouvoir se passer de la sphère strictement marchande et on va dire de la sphère capitaliste, bien que ces pratiques ils sont adossées, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire que les pratiques de débrouille se font en dehors de toute société marchande ou du capitalisme. Elles sont vraiment de manière péricapitaliste, c'est-à-dire à côté et un petit peu dedans en même temps. Et donc c'est comme ça que je définis les pratiques de débrouille que les gens vont adopter. Et alors je vous cite, vous dites aussi recours à l'illégalité en tant que forme de mobilisation populaire non frontale. Alors quand vous dites illégalité, de quoi vous parlez ? C'est-à-dire que parfois les normes et les lois rendent compliqué
et entrave des fois des formes de débrouille populaire donc à la campagne. Et donc il va s'agir pour certaines personnes un peu c'est des expressions que j'ai entendues, c'est-à-dire de slalomer, de jouer avec la légalité. Et en fait, je pense que dans ce que j'écrirai plus tard, là, ce que j'avais écrit, c'était plus un prototype, mais ce sera, je ne sais pas si j'opposerai légalité et illégalité, mais en tout cas dire qu'il y a des interstices entre la légalité, entre ce qui est légal et ce qui n'est pas, des manières de pouvoir j'ai plus mon mot, interpréter en fait ça, et donc en fait des tactiques et des ruses qui vont être mises en place par les personnes pour se débrouiller justement dans les marges du système dominant et de ce qui serait incité à faire parfois par les pouvoirs publics ou en tout cas par la législation. Donc, dans le tableau que vous venez nous brosser, je remarque quand même que, du moins, émerge que le risque principal, c'est quand même celui de l'isolement. Donc, quels sont donc ces réseaux de sociabilité, d'entraide, d'interdépendance qui se mettent en place à cette occasion? Exactement. Ce qui m'a le plus frappé et ce qui est ressorti le plus de la bouche des gens, enfin beaucoup, c'est la peur de la solitude et de l'isolement. Et en fait, je me suis aussi rendu compte, et c'est un des résultats d'enquête, j'ai l'impression pour l'instant, c'est que ces modes de vie et ces débrouilles-là ne sont pas possibles seuls, parce que en fait, on a besoin des autres, que ce soit pour s'échanger des compétences, des matériaux, des outils, des savoir-faire, des informations ou du temps. Il y a besoin d'être en collectif. En tout cas, ça ne veut pas dire forcément vivre sur un lieu de manière collective, mais en tout cas avoir un réseau d'entraide dans on va dire, un espace géographique assez restreint. Et donc, par exemple, ça peut juste être, en fait, aller au marché une fois par semaine et échanger des informations sur les besoins qu'on a, entendre les besoins des autres, dire quelles ressources on a à ce moment-là, et donc pouvoir se dire, mais par exemple, demain, je viens t'aider à faire ta charpente. Donc voilà, ça peut être aussi des chantiers qu'on organise collectivement. Ça peut être aussi, comme je disais, le troc, c'est-à-dire s'échanger des objets et des aliments pour s'entraider. Donc, en fait, on voit que ces pratiques peuvent difficilement être faites seules, notamment quand il faut par exemple aller faire de la récup, il faut s'échanger les bons plans, c'est-à-dire où est-ce que je peux aller récupérer tel matériau dont j'ai besoin en ce moment. Et puis des fois même il faut porter ensemble, il faut avoir, parce qu'on ne peut pas porter seul des matériaux lourds, ou parce qu'il faut avoir accès à on va dire une petite camionnette pour les transporter et qu'on l'a pas forcément, donc on va demander à un ami, à un voisin, à une connaissance, à de la famille. Et donc voilà, moi je me rends compte qu'il y a vraiment des réseaux d'entraide qui sont restreints géographiquement parce qu'on en a besoin au quotidien en fait. Avec cette notion de réseau, arrive évidemment l'idée qui émerge dans votre projet de thèse, qui est celui d'un choix, on dirait, contraint à la modération et à la sobriété, peut-être parfois choisi. Et la question que je vous poserai, c'est: ces pratiques cachent-elles une écologie populaire, comme vous en parlez dans votre exposé? J'ai envie de dire oui, mais avec des précautions. C'est-à-dire que il y a des personnes qui, comme je le disais au début, volontairement vont adopter ces pratiques et donc on va dire se réclamer parfois écologistes, en tout cas, ou militants, militantes. Et donc, eux vont avoir des pratiques que je qualifie du coup relevées de l'écologie populaire parce que eux elles-mêmes le disent. Et après, il y a d'autres personnes qui vont, donc je dis, qui sont plus en difficulté, qui n'ont pas choisi ces modes de vie, qui vont avoir les mêmes pratiques, mais qui vont pas forcément les interpréter pareil. Et donc moi, je fais attention à utiliser les termes utilisés par les personnes sur le terrain pour ne pas, on va dire, faire de contresens avec ce qu'elles voudraient faire ou poser sur la pratique des interprétations qui seraient fausses. Mais l'hypothèse pourrait être qu'effectivement, ce sont des pratiques qui relèvent d'une écologie populaire parce que, en fait, elles sont très peu émettrices de pollution parce que ça va être parce qu'on ne se chauffe pas beaucoup, parce qu'on se chauffe avec des matériaux réutilisables, parce qu'on ne consomme pas beaucoup de matériaux ou de choses neuves, parce qu'on a recours à des ressourceries, à des dons, etc. Et en fait, quand je parle d'écologie populaire, c'est vraiment à l'opposé, en réaction
à une écologie que je qualifierais plus d'institutionnelle et qui est celle qui, on va dire, qui domine aujourd'hui quand on parle d'écologie. Du moins dans la sphère urbaine à ce moment-là. Oui, et qui serait en fait on va dire, incarnée par des classes supérieures et donc en fait dont les classes populaires et d'autres personnes avec moins de moyens seraient dépossédées, et ce serait une écologie qui serait justement qui demanderait des fois d'avoir recours à la sphère marchande. Je pense notamment à des ménages zéro déchet, enfin qui se qualifient de zéro déchet, où il faut avoir aussi certaines par exemple brosses à dents ou objets particuliers, alors que dans le cas des personnes que je rencontre, c'est vraiment faire avec ce qu'on a en fait. Faire avec ce qu'on trouve, faire avec ce qu'on nous donne, faire avec ce qu'on récupère. Et en fait, que ce soit revendiqué ou non comme des pratiques écologiques, ce sont des gestes écologiques qui ne sont pas forcément du coup reconnus comme ça, mais qui peuvent y être affiliés. Alors, juste pour rassembler tout ce que l'on vient de dire et conclure, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cet intermonde, cette sphère dont vous nous parlez, a été longtemps mise de côté, qu'on s'y intéresse vraiment? Il y a, la sociologie, les sciences sociales se posent un instant pour regarder cette sphère-là? Effectivement, les travaux en sociologie sur les milieux ruraux, on va dire, connaissent un regain depuis quelques années. Il y a beaucoup de thèses qui sont en train d'être écrites sur les milieux ruraux. Et en fait, cette jonction entre écologie et milieux ruraux a été très peu faite. Et effectivement, vu, on va dire, la préoccupation actuelle pour l'écologie, et aussi, on va dire que cette thèse est pour moi aussi née du mouvement politique des Gilets jaunes, où en fait je me suis rendu compte qui réclamait faire des pratiques écologiques, qui étaient aussi stigmatisées pour d'autres, et je me suis dit tiens, j'aimerais bien m'intéresser et rencontrer des personnes qui vivent avec peu de moyens à la campagne et les interroger sur leur rapport à l'écologie. Qu'est-ce que c'est l'écologie pour elles? Est-ce qu'elles se pensent écolo et qu'est-ce que ça veut dire? Et donc m'intéresser à tout ce pan des milieux ruraux et des classes populaires. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.